Le monde de Sophie Josten-Garder. Chapitre 24. Le siècle des Lumières. De la manière de fabriquer une aiguille jusqu'à la manière de fondre des canons. Hyde avait commencé à lire le chapitre sur la Renaissance, mais elle entendit sa mère entrer. Elle regarda l'heure, il était 4 heures. Sa mère monta les marches à toute vitesse et ouvrit précipitamment la porte. « Tu n'es pas allée à l'église ?»« Mais si. »« Mais qu'est-ce que tu avais sur toi ?»« Eh bien, la même chose que maintenant. »« Quoi ? Tu veux dire cette chemise de nuit ?»« Je suis allée dans l'église Sainte-Marie. »« L'église Sainte-Marie ? C'est une vieille église en pierre du Moyen-Âge. »« Ah, Hilde !» Elle laissa glisser Classeur sur ses genoux et regarda sa mère. « J'ai complètement oublié l'heure, maman. Je suis désolée. Mais il faut que tu comprennes que je suis en train de lire quelque chose de tout à fait passionnant. » Sa mère esquissa un sourire. « C'est un livre magique, » ajouta Hilde. « Bon, eh bien, joyeux anniversaire, Hilde. »« Oh, je commence à en avoir marre de toutes ces félicitations. »« Mais enfin, eh bien, je descends m'allonger un moment avant de commencer à préparer un bon repas. J'ai pu trouver des fraises. Je lis. » Sur ce, sa mère descendit et Hyde put poursuivre sa lecture. Elle était arrivée au moment où Sophie traverse toute la ville en suivant Hermès. Dans la cage d'escalier d'Alberto, elle trouve une autre carte du Liban datée, elle aussi, du 15-6. Elle comprit enfin le système des dates. Les cartes datées avant juin étaient des copies de cartes de Hyde que Hyde avait déjà reçues. Mais celles datées d'aujourd'hui, elle les lisait dans le classeur pour la première fois. Cher Hyde, Sophie arrive à présent à la maison du professeur de philosophie. Elle aura bientôt 15 ans, alors que toi, tu les as eus hier. À moins que ce ne soit aujourd'hui, ma petite Hyde. Si c'est aujourd'hui, c'est en tout cas plus tard dans la journée. Il faut dire que les montres ne sont pas toujours réglées sur la même heure. Hyde lut comment Alberto présenta à Sophie la Renaissance, les rationalistes du XVIIe siècle et les empiristes britanniques. À chaque insertion de carte ou de vœu d'anniversaire dans l'histoire, elle sursautait un peu. Son père arrivait par des tours de passe-passe à en glisser dans un cahier de cours, à l'intérieur d'une peau de banane ou dans le programme d'ordinateur. Il faisait fourcher la langue d'Alberto pour lui faire dire Hyde au lieu de Sophie, et ça c'était peut-être le summum. Il parvenait à faire dire à Hermès « Bon anniversaire, Hyde !» Hyde était d'accord avec Alberto pour reconnaître qu'il allait un peu loin quand il se comparait à Dieu et à la Providence. Mais au fond, avec qui était-elle d'accord ? N'est-ce pas son propre père qui avait placé ces paroles de reproche en somme d'auto-accusation dans la bouche d'Alberto ? Et après tout, ce parallèle avec Dieu, ce n'était pas si idiot puisque son père jouait bien le rôle d'un Dieu tout-puissant aux yeux de Sophie. Quand on aborda Berkeley, Hyde était tout aussi intéressé que Sophie l'avait été. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant ? Son nom avait déjà été plusieurs fois mentionné pour dire qu'il se passerait quelque chose de décisif avec ce philosophe qui avait nié l'existence d'un monde matériel en dehors de la conscience humaine. Hyde eut beau tricher en regardant dans l'encyclopédie, elle n'avait rien trouvé qui l'intéressât directement. Il lut l'histoire de l'avion et de sa banderole avec les félicitations d'anniversaire, puis le gros nuage de pluie s'amoncelèrent au-dessus de la ville. Être ou ne pas être n'est donc pas toute la question. Il faut aussi se demander ce que nous sommes. Sommes-nous de vrais êtres humains en chair et en os ? Notre monde est-il constitué de choses réelles ou sommes-nous seulement entourés de conscience ? Rien d'étonnant à ce que Sophie commence à se ronger les ongles. Hyde n'avait jamais eu cette mauvaise habitude, mais elle n'en menait pas large non plus. Enfin, ce fut dit noir sur blanc. Pour nous, cette volonté ou cet esprit qui agit sur tout peut fort être bien le père de Hyde. Et plus loin, tu veux dire qu'il a été une sorte de Dieu pour nous ? Oui, sans être le moins du monde gêné. Quel culot ! Et Hyde dans tout ça ? Elle est un ange, Sophie.
Un ange? Hyde est celle à qui s'adresse cet esprit. Sur ces mots, Sophie quitte précipitamment Alberto et sort sous la pluie battante. Ce ne pouvait pourtant pas être le même orage qui, cette nuit, s'était abattu sur Berchtesgaden, quelques heures après que Sophie a traversé toute la ville en courant. Demain, c'est mon anniversaire, réfléchissait-elle. N'était-ce pas un peu amer de se rendre compte, la veille de ses 15 ans, que la vie n'était qu'un songe? C'était comme rêver de décrocher le gros lot d'1 million et comprendre juste au moment de toucher la somme que ce n'était que du vent. Sophie coupa par le stade gorgé d'eau. Elle aperçut alors quelqu'un qui courait à sa rencontre. C'était sa mère. Plusieurs éclairs déchirèrent le ciel. Sa mère la serra violemment contre elle. « Mais qu'est-ce qui nous arrive, ma chérie ?» « Je ne sais pas, » répondit Sophie en larmes. « C'est comme un mauvais rêve. » Les larmes montèrent dans les yeux de Hyde. « To be or not to be, that is the question. » Elle jeta le classeur à l'autre bout du lit et marcha de long en large dans la chambre. Pour finir, elle s'arrêta devant le miroir, et c'est là que sa mère la surprit quand elle vint la chercher pour déjeuner. En entendant sa mère frapper à la porte, Hyde se rendit compte qu'elle était restée là un bon moment. Mais elle était sûre d'une chose. Pour la première fois, elle avait vu son reflet dans la glace cligner des 2 yeux. Elle essaya au cours du repas de se montrer reconnaissante des efforts que sa mère faisait pour son anniversaire. Mais son esprit était ailleurs, auprès de Sophie et d'Alberto. Qu'allait-il advenir d'eux maintenant qu'il savait que le père de Hyde tirait toutes les ficelles? Encore qu'il ne savait pas grand-chose au fond. C'était seulement son père qui leur faisait croire qu'il savait quelque chose. Cela dit, le problème restait le même. Maintenant que Sophie et Alberto étaient au courant, l'histoire devait connaître un dénouement rapide. Elle faillit avaler de travers un gros morceau de pomme de terre quand elle se rendit compte que le même problème se posait pour son propre monde. Les hommes avaient constamment progressé dans la compréhension des lois de la nature, mais l'histoire pouvait-elle se poursuivre indéfiniment une fois qu'elle était mise en place les dernières pierres de l'édifice que constituaient la philosophie et la science? Les hommes n'approchaient-ils pas de la fin de l'histoire? Il y avait pourtant bien un parallèle entre le développement de la pensée et de la science d'un côté et l'effet de serre et la des forêts à cause de la pluie acide de l'autre. Ce n'était peut-être pas si bête que ça de voir en ce perpétuel besoin de connaissance une forme de chute originelle. Cette question parut d'une importance si capitale que Hyde fut effrayée et essaya de l'oublier. D'ailleurs, n'en saurait-elle pas davantage en poursuivant sa lecture? « Dis-moi ce que tu veux, » chantonna sa mère quand elle eut enfin fini de manger les fraises italiennes. « C'est toi qui décides. » Ne le prends pas mal, mais j'ai juste envie de continuer le livre que papa m'a offert. Si tu veux, d'une moment qui ne te rend pas complètement folle. Mais non. On pourrait plus tard manger une pizza en regardant Derrick. Oui, pourquoi pas. Il revint à l'esprit de Hyde la manière dont Sophie avait parlé à sa mère. Papa n'avait quand même pas osé s'inspirer de la mère de Hyde pour créer le personnage de la mère de Sophie. Dans le doute, il valait mieux s'abstenir au moins pour aujourd'hui de parler du lapin blanc qu'on tirait du fond du chapeau de forme de l'univers. Au fait, fit-elle au moment de quitter la table, oui, je ne retrouve plus ma croix en or. Sa mère la regarda d'un air plein de sous-entendus. Je l'ai trouvée en bas des près de la jetée, voici déjà plusieurs semaines. C'est là que tu dû la perdre, étourdi que tu es. Tu l'as dit à papa? Oh, je ne sais plus, c'est possible. Eh bien, où est-elle maintenant? Sa mère alla chercher son coffret à bijoux. Un cri de stupéfaction monta dans la chambre à coucher. Tu ne devineras jamais! Impossible de mettre la main dessus, répondit sa mère en revenant dans le salon. Je m'en doutais. Elle embrassa rapidement sa mère et regagna sa chambre. Enfin, elle allait pouvoir poursuivre sa lecture sur les aventures de Sophie et d'Alberto. Elle s'installa bien dans son lit et se cala le classeur sur les genoux. Sophie fut réveillée le lendemain matin par sa mère, qui entra en lui apportant un plateau rempli de cadeaux. Elle avait même planté un petit drapeau norvégien dans une bouteille de soda vide.
Bon anniversaire, Sophie! Sophie frotta ses yeux qui étaient encore tout ensommeillés. Elle essaya de se rappeler tout ce qui s'était passé la veille, mais ce n'étaient que des pièces d'un puzzle qu'elle ne parvenait pas à assembler. Il y avait Alberto, il y avait Hyde, et le major Berkeley et Berkeley. La pièce la plus foncée du puzzle, c'était le violent orage. Elle avait eu comme une crise de nerfs. Sa mère l'avait frotté énergétiquement avec une serviette et mise au lit purement et simplement, avec une bonne tasse de lait chaud et au miel. Et elle s'était endormie sur le champ. Je crois que je suis encore en vie, parvient-elle à balbutier. Mais enfin, quelle idée! Tu as même 15 ans aujourd'hui. Tu en es vraiment sûre? Évidemment, tu ne penses qu'une mère pourrait oublier la date de naissance de son unique enfant, le 15 juin 1975, à 1h30? Sophie, je crois que cela a été le plus beau moment de ma vie. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Ce sera en tout cas pas un rêve aussi désagréable que de se réveiller entouré de tartines beurrées, de jus d'orange et de cadeaux d'anniversaire. Elle déposa le plateau avec les cadeaux sur une chaise et disparut dans la chambre avant de revenir avec un autre plateau chargé cette fois de tartines beurrées et de jus d'orange, qu'elle mit au pied du lit de Sophie. Puis ce fut le traditionnel déballage de cadeaux qui remontait aussi loin dans le souvenir que possible, peut-être même jusqu'au premier gémissement de bébé qu'elle avait été. Sa mère lui offrit une raquette de tennis. Elle n'avait encore jamais joué au tennis, mais il y avait des cours tennis à 5 minutes de l'allée des trèfles. Quant à son père, il lui avait fait parvenir une mini-chaîne avec un écran de télévision et bande FM. L'écran n'est plus grand qu'une photo. Elle reçut aussi toutes sortes de menus présents de la part de vieilles tantes et d'amis de la famille. Veux-tu que je reste à la maison aujourd'hui? Demanda sa mère au bout d'un moment. Non, pourquoi ça? Tu n'allais vraiment pas bien hier soir. Si ça continue, je pense qu'il serait plus sage d'aller consulter un psychologue. Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. C'est à cause de l'orage ou bien à cause de cet Alberto? Et toi, là-dedans, n'as-tu pas dit toi-même, mais qu'est-ce qui nous arrive, ma chérie? Je pense que tu commences à traîner en ville et rencontrer des gens bizarres. C'est peut-être de ma faute. C'est pas de ta faute. C'est la faute de personne si je suis à un petit cours de philosophie quand je n'ai rien d'autre à faire. Allez, va à ton travail. On doit tous se retrouver à l'école à 2h. On va nous remettre nos bulletins et il y a une petite fête juste après. Tu connais déjà tes notes? J'aurai en tout cas de bien meilleures notes qu'au trimestre dernier. Peu après le départ de sa mère, le téléphone sonna. Allô, qui est à l'appareil? C'est Alberto. Ah. Le major n'a pas lésiné sur les munitions d'hier, hein? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je parle de l'orage, Sophie. Je ne sais pas trop ce que je dois en penser. C'est pourtant le premier devoir d'un vrai philosophe. Je suis assez fière de tout ce que tu as appris en si peu de temps, tu sais. Je crains que rien de tout ceci ne soit réel. C'est ce qu'on appelle l'angoisse existentielle et qui n'est la plupart du temps qu'une étape sur le chemin de la connaissance. Je crois que j'ai besoin de faire une pause dans les cours. As-tu en ce moment beaucoup de grenouilles dans ton jardin? Sophie ne put s'empêcher de rire. Je crois que nous ferions mieux de continuer, poursuivit Alberto. Bon anniversaire du reste. Il faut terminer ce cours avant la Saint-Jean. C'est notre dernier espoir. Notre dernier espoir? Est-ce que tu es bien assise? Cela va demander un peu de temps, tu comprends? Ça va, je suis bien assise. Tu te souviens de Descartes? Je pense donc je suis. Si nous continuons cette mise en examen systématique, nous aboutissons à une impasse, à force de douter. Nous ne savons même plus si nous pensons. Qui sait si nous n'allons pas finir par nous convaincre que nous ne sommes que des pensées et que cela n'a rien à voir avec le fait de penser par soi-même. Nous avons de bonnes raisons de croire que nous sommes le fruit de l'imagination du père de Hyde qui, de cette manière, offre à sa fille restée à Hyde Sound une petite distraction pour son anniversaire. Tu me suis?
Oui. Mais il y a aussi une contradiction. Si nous ne sommes que des créatures imaginaires, nous n'avons pas le droit de croire en quoi que ce soit. Et dans ce cas, toute cette conversation téléphonique ne serait qu'une pure illusion. Et nous n'aurions pas non plus le moindre libre arbitre et la moindre volonté. Le major nous dicterait nos propos et nos actes, alors nous pourrions tout aussi bien raccrocher tout de suite. Non, là tu simplifies un peu trop. Ben, explique-toi. Tu veux dire qu'un homme planifie tout ce que nous rêvons. Il est possible que le père de Hyde sache exactement tout ce que nous faisons. Échapper à sa conscience serait aussi difficile qu'échapper à sa propre ombre. Cependant, je suis en train de mettre sur pied un plan plutôt précis à partir de ce point. Rien ne nous permet d'affirmer que le majeur a déjà prévu tous les événements à venir. Il se peut qu'il ne décide qu'au dernier moment, quand il écrit noir sur blanc ses idées. Et, dans ce laps de temps, nous pouvons peut-être imaginer que nous jouissons d'une relative indépendance dans nos paroles ou dans nos actes. Il est clair que notre rayon d'action est fort limité comparé à la toute-puissance du major. Nous sommes en quelque sorte soumis aux circonstances extérieures, comme ces chiens qui se mettent à parler, ces avions qui laissent flotter des banderoles avec des félicitations d'anniversaire, ces banals à messages ou ces orages télécommandés. Nous ne devons pas toutefois exclure le fait que nous avons une volonté autonome, aussi infime soit-elle. Et comment ça? Le major sait tout de notre petit monde, cela va de soi, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il est tout-puissant. Nous devons en tout cas essayer de vivre comme s'il ne l'était pas. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Le fin du fin, ce serait de réussir à faire quelque chose de notre propre chef, sans que le major ne s'en aperçoive. Mais comment faire ça si nous n'existons pas vraiment ? Qui a dit que nous n'existons pas? La question n'est pas de savoir si nous existons, mais ce que nous faisons et qui nous sommes. Même s'il devait s'avérer que nous ne sommes que des pulsions de la conscience dédoublée du major, cela ne nous ôte pas pour autant notre petite existence, ni notre libre volonté. C'est sur ce point que je travaille, Sophie. Mais le père de Hyde ne doit pas apprécier que tu travailles justement sur ce point. Non, pas du tout. Mais il ne connaît pas mon plan proprement dit. Je tente de trouver le point d'Archimède. Le point d'Archimède? Archimède était un scientifique grec. Donnez-moi un point fixe et je soulèverai le monde, disait-il. C'est ce point qu'il s'agit de trouver pour déséquilibrer l'univers intérieur du major. C'est pas une mince affaire, hein. Mais nous n'avons aucune chance d'y parvenir avant d'avoir terminé le cours de philosophie. Il exerce pour l'instant une pression beaucoup trop forte sur nous. Il a apparemment décidé que je devrais te servir de guide à travers les siècles jusqu'à notre époque. Mais nous n'avons que quelques jours devant nous avant qu'il ne prenne son avion quelque part au Moyen-Orient. Si nous n'arrivons pas à nous libérer de son imagination vraiment collante avant son arrivée à Bjakali, alors nous sommes perdus. Tu me fais peur. Tout d'abord, il y a un certain nombre de choses à savoir sur le siècle des Lumières en France, avant de pouvoir brosser à grands traits la philosophie de Kant et ensuite aborder le romantisme. Hegel marquera, nous le verrons, une étape décisive. Ce qui nous amènera, bien évidemment, à parler de la critique indignée de Kierkegaard vis-à-vis de la philosophie hegelienne. Nous devrons également dire quelques mots de Marx, Darwin, Freud, et si nous arrivons à conclure avec Sartre et l'existentialisme, notre plan peut réussir. C'est plutôt ambitieux comme programme pour une semaine. Commençons sans plus tarder. Tu peux venir tout de suite? Je dois d'abord passer à l'école, il y a une petite fête et on doit nous distribuer nos bulletins. Laisse tomber, si nous ne sommes que pure conscience, le goût de la limonade et des gâteaux n'est que le fruit de notre imagination. Mais mon bulletin,
Écoute, Sophie, soit tu vis dans un univers merveilleux sur un minuscule point du globe qui n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres galaxies, soit tu déclenches des impulsions électromagnétiques dans la conscience d'un major. Et voilà, que tu viens de me parler de bulletin. J'aurais honte à ta place? Excuse-moi. Bon, va faire un tour à l'école avant. Cela pourrait avoir une mauvaise influence sur Hyde si tu séchais le dernier cours de la classe du jour. Elle est plutôt du genre à aller à l'école même le jour de son anniversaire car c'est un ange. Alors je passe tout de suite après. On peut se donner rendez-vous au chalet du Major. Au chalet du Major? Bip, bip, bip. Hyde laissa retomber le classeur sur ses genoux. Voilà que son père avait réussi à lui donner mauvaise conscience parce que elle avait séché le dernier jour. Ah, le petit malin. Elle se demanda en quoi pouvait consister le plan d'Alberto, et si elle regardait à la dernière page. Non, c'était pas bien. Il valait mieux se dépêcher d'avancer dans l'histoire. Ils étaient un point sur lequel elle était sûre qu'Alberto avait raison. Son père contrôlait bien sûr ce qui arrivait à Sophie et Alberto, mais il ne pouvait néanmoins pas savoir tout ce qui allait se passer. Peut-être laissait-il sa plume courir sur le papier et ne se rendait compte que plus tard de ce qu'il avait écrit. C'était précisément dans ce laps de temps que résidait la liberté toute relative de Sophie et Alberto. Hyde eut de nouveau la vive impression que Sophie et Alberto existaient vraiment. Sous la surface d'un océan parfaitement calme peuvent se produire toutes sortes de phénomènes en profondeur, se dit-elle. Tiens, pourquoi cette image était venue à l'esprit? Ce n'était certainement pas une pensée à la surface de l'eau. À l'école, on félicita Sophie pour son anniversaire et elle eut droit à la petite chanson habituelle. L'ambiance était particulièrement gaie du fait qu'on venait de remettre les bulletins et de commencer la fête. Après les recommandations d'usage, on lâcha les élèves dans la nature et Sophie rentra comme une flèche à la maison. Joru eut beau essayer de la retenir, elle criait qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire. Elle trouva 2 cartes du Liban dans la boîte aux lettres, qui étaient toutes les deux disaient Happy Birthday, 50 years. C'était de banales cartes d'anniversaire. La première carte était adressée à Hyde Moloknag, C.O. Sophie Amundsen, mais l'autre carte était adressée à Sophie en personne. Toutes les deux portaient le cachet du contingent des Nations Unies du 15 juin. Sophie lut d'abord la sienne. Chère Sophie Amundsen, c'est aussi aujourd'hui ton anniversaire. Alors je t'adresse toutes mes félicitations. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour Hyde jusqu'ici. Bien amicalement, le major Albert Knag. Sophie ne savait pas si elle devait ou non se réjouir de ce que le major lui adresse enfin, personnellement, une carte. En un sens, c'était plutôt touchant. Le texte de la carte pour Hyde disait quant à lui « Ma petite Hyde chérie, je ne sais quel jour ni quelle heure il est à l'île Sound, mais au fond, quelle importance. Si je ne me trompe, il n'est pas encore trop tard pour te souhaiter une dernière ou avant-dernière fois un bon anniversaire d'ici. Mais il ne faut quand même pas trop traîner au lit. Alberto va bientôt t'entretenir des idées du siècle des Lumières en France. Son cours porte sur les 7 points suivants. La révolte contre l'autorité, le rationalisme, la pensée du siècle des Lumières, l'optimisme culturel, le retour à la nature, la religion naturelle, les droits de l'homme. Il était clair que le major ne les perdait pas de vue. Sophie ouvrit la porte d'entrée et déposa son bulletin avec toutes les très bien sur la table de la cuisine. Puis, elle ressortit et se glissa sous la haie pour gagner la forêt. Elle dut retraverser le lac en barque. Alberto l'attendait sur le seuil de la porte et lui fit signe de revenir s'asseoir à côté de lui. Il faisait beau, mais un petit air frais revigorant montait du lac, comme si l'orage ne s'était pas éloigné depuis longtemps. « Alors, droit au but, allons-y, dit Alberto.
Après Hume, le grand système philosophique fut celui de Kant, mais la France comptait au XVIIIe siècle de nombreux penseurs. En fait, on pourrait résumer en disant que l'Angleterre était le centre de la philosophie au début, l'Allemagne au milieu et la France à la fin du XVIIIe siècle. Un mouvement tournant si je comprends bien. Tout à fait. Je vais passer en revue quelques-unes des pensées générales partagées par la plupart des philosophes français du siècle des Lumières. Je veux parler des grands noms comme Montesquieu, Voltaire, Rousseau et tant d'autres. J'ai choisi de traiter 7 points principaux. Merci, je suis au courant de tout ce qui va me tomber dessus, coupa Sophie en lui tendant la carte du père de Hyde. Il aurait pu éviter de se donner ce mal, soupira Alberto. Bon, la première notion clé, c'est celle de révolte contre autorité. De nombreux philosophes français s'étaient rendus en Angleterre qui, à cette époque, jouissait sur bien des plans d'une plus grande liberté que leur propre pays. Ils furent fascinés par la science expérimentale anglaise, tout simplement par Newton et sa physique universelle, mais aussi par la philosophie britannique et Locke avec sa conception de la politique. En rentrant chez eux, ils se rebellèrent à leur tour contre les anciennes autorités. Il était essentiel d'avoir une attitude critique vis-à-vis de la tradition philosophique. L'idée que l'individu seul doit être à même de répondre aux questions qui se posent. L'exemple de Descartes, on le voit, a fait des émules. Il avait tout repris à la base, lui. Justement, cette révolte contre l'autorité sous toutes ses formes s'adressait aussi bien au pouvoir de l'Église, du roi ou de la noblesse. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, ces institutions étaient beaucoup plus puissantes en France qu'en Angleterre. Alors ce fut la Révolution. En 1789, oui, mais les nouvelles idées circulaient bien avant. Parlons à présent du rationalisme. Je croyais que la mort de Hume avait marqué la fin du rationalisme. Hume ne mourut qu'en 1776, c'est-à-dire environ 20 ans après Montesquieu, et seulement 2 ans avant Voltaire et Rousseau, qui moururent tous deux en 1778. Tous les trois avaient été en Angleterre et connaissaient bien la pensée de Locke, qui, tu t'en souviens, n'avait rien d'un empiriste pur et dur. Selon lui, Dieu et certaines normes morales étaient innées dans la raison de l'homme. On retrouve cela en France, au cœur de la philosophie des Lumières. Tu as dit à un moment que les Français ont toujours été plus rationalistes que les Britanniques. Cela remonte au Moyen-Âge, quand les Anglais parlent de common senses. Les Français préfèrent dire évidence. On pourrait traduire l'expression anglaise par bon sens. Le terme français par ce qui s'impose clairement à l'esprit, c'est-à-dire la raison. Je comprends. Les philosophes du siècle des Lumières se situaient dans la tradition des humanistes antiques, tels que Socrate et les stoïciens, puisqu'ils avaient une foi inébranlable en la raison de l'homme. Aussi, certains se contentèrent d'appeler le siècle des Lumières le siècle du rationalisme. La nouvelle science expérimentale avait établi que la nature suivait des règles bien précises. Les philosophes s'assignèrent comme tâche de jeter les bases rationnelles de la morale et de la religion. Cela nous mène à la pensée proprement dite du siècle des Lumières. C'était ton troisième point, non ? Oui, il s'agissait maintenant d'éclairer les couches profondes de la population. C'était la condition sine qua non pour fonder une meilleure société. La misère et l'exploitation n'étaient selon eux que la conséquence de l'ignorance et de la superstition si répandue parmi le peuple. C'est pourquoi les philosophes de cette époque accordèrent une place primordiale à l'éducation du peuple et des enfants. Ce n'est pas un hasard si la pédagogie d'ailleurs date du siècle des Lumières. Si je comprends bien, l'école date du Moyen-Âge et la pédagogie du siècle des Lumières. Si tu veux, oui. L'œuvre marquante du siècle des Lumières fut une grande encyclopédie et cela est significatif. Cette encyclopédie en 28 volumes parut de 1751 à 1772 avec la collaboration de tous les grands philosophes du siècle des Lumières. On y trouve tout, disait-on, de la manière de fabriquer une aiguille à la manière de fondre un canon.
Tu voulais pas aussi parler de l'optimisme culturel? Tu ne pourrais pas laisser la carte de côté pendant que je parle? Pardon. Ces philosophes pensaient qu'il suffisait de répandre la raison et la connaissance pour que l'humanité progresse à grands pas. Ce n'était qu'une question de temps pour que l'ignorance et la superstition cèdent la place à une humanité éclairée. Le progrès est une bonne chose s'il suit la lumière naturelle de la raison. Pour certains, le nouveau mot d'ordre fut le retour à la nature. Mais pour ces philosophes, le mot nature signifiait presque la même chose que raison. Car la raison de l'homme est pour eux une donnée de la nature. Le bon sauvage fut cité en exemple parce qu'il n'était pas corrompu par la civilisation. Nous devrions retourner à la nature. Telle était la formule de Jean-Jacques Rousseau. Car la nature est bonne et l'homme est, par nature, bon. Tout le mal réside dans la société. L'enfant devrait, selon lui, avoir le droit de vivre dans son état d'innocence naturelle aussi longtemps que possible. Là encore, le statut particulier de l'enfance date du siècle des Lumières, alors qu'avant ce n'était qu'une préparation à la vie d'adulte. Nous sommes en effet des êtres humains et vivons notre vie sur Terre même lorsque nous sommes enfants. Ça paraît pourtant une évidence. Quant à la religion, il fallait qu'elle redevienne naturelle. Comment ça? La religion devait retrouver ses racines rationnelles et beaucoup luttèrent pour imposer ce qu'on pourrait appeler une religion naturelle. C'est mon 6e point. De nombreux matérialistes dignes de ce nom ne croyaient en aucun dieu et affichaient un athéisme de bonne aloi. Cependant, les philosophes du siècle des Lumières trouvaient qu'on ne pouvait concevoir un monde sans Dieu. Le monde était trop soumis à la raison pour envisager une telle possibilité. Newton partageait ce point de vue. La croyance en l'immortalité de l'âme relevait davantage du domaine de la raison que de celui de la foi, exactement comme pour Descartes. Ça, c'est un peu bizarre, car c'est vraiment un exemple pour moi de ce qui relève typiquement de la foi et non du savoir. Mais tu ne vis pas au XVIIIe siècle. Ce que les philosophes du siècle des Lumières voulaient, c'était dépoussiérer le christianisme de tous ces dogmes arbitraires et de ces professions de foi qui venaient se substituer au message de Jésus dans le cours de l'histoire et de l'Église. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Beaucoup se déclarèrent pour ce qu'on a appelé le déisme. C'est quoi? Alors, le déisme, c'est une conception selon laquelle Dieu a créé le monde il y a très longtemps et ne s'est pas manifesté. Depuis, Dieu se réduit donc à un être suprême qui ne se révèle qu'à travers la nature et ses lois et non de manière surnaturelle. Chez Aristote aussi, nous avions trouvé la présence d'un Dieu philosophique. Dieu était la première cause ou le premier moteur de l'univers. Il reste plus qu'un dernier point et c'est la question des droits de l'homme. C'est peut-être le point le plus important de tous. En effet, les philosophes français du siècle des Lumières avaient un sens pratique beaucoup plus développé que leurs compatriotes anglais. Ils mettaient en pratique leur théorie philosophique. Oui, ils luttaient pour la reconnaissance des droits naturels des citoyens. Il s'agissait tout d'abord de la censure, c'est-à-dire de la liberté d'expression dans le domaine de la religion, de la morale et de la politique. Chacun devait pouvoir penser librement et exprimer ses convictions. Et il s'agissait aussi de lutter contre l'esclavage et d'adoucir le traitement des criminels. Difficile de ne pas être d'accord avec tous ces points, je trouve. Le principe de l'inviolabilité de tout individu est exposé à la fin de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fut rédigée par l'Assemblée nationale française en 1789. La Constitution norvégienne de 1814 s'en est très largement inspirée. Et pourtant, il y en a tant qui se battent encore aujourd'hui pour faire reconnaître leurs droits. Et oui, malheureusement.
Les philosophes des Lumières voulaient établir des droits inaliénables de chaque individu, du seul fait qu'il est né homme. C'est ce qu'on entend par les droits naturels, et bien souvent s'opposent aux lois en vigueur dans tel ou tel pays. Et c'est au nom de ce droit naturel que des personnes ou des couches de population se révoltent pour conquérir un peu plus de liberté et d'indépendance. Et qu'en est-il du droit des femmes? La Révolution de 1789 établissait un certain nombre de droits qui valaient pour tous les citoyens. Il est clair qu'on entendait surtout par là les hommes. Cependant, c'est précisément sous la Révolution française que nous voyons les premiers mouvements de lutte des femmes. Et ce n'est pas trop tôt. Dès 1787, le philosophe Condorcet publia un écrit sur les droits des femmes où il déclara que les femmes ont les mêmes droits naturels que les hommes. Sous la Révolution, les femmes furent fort actives dans le combat contre l'Ancien Régime. Elles étaient par exemple à la tête des manifestations qui contraignirent le roi à s'enfuir du château de Versailles. À Paris, il y eut plusieurs salons tenus par des femmes qui revendiquaient les mêmes droits politiques que les hommes, mais aussi des réformes concernant le mariage et le statut social de la femme. Est-ce qu'elles obtiennent gain de cause? Non. Comme bien souvent, ces questions étaient liées au contexte général d'une révolution. Dès la Restauration, on revient à l'ordre social traditionnel avec la domination masculine habituelle. C'est toujours la même chose. Une de celles qui luttèrent pour l'égalité des droits entre hommes et femmes fut Olympe de Gouges. En 1791, 2 ans donc après la Révolution, elle publia une déclaration sur les droits de la femme, puisqu'elle n'avait pas eu voix au chapitre dans la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et alors, elle fut guillotinée en 1793 et toute action politique fut désormais interdite aux femmes. Mais c'est incroyable! Il fallut attendre le XIXe siècle pour qu'il y eut un nouveau mouvement des femmes en France et dans toute l'Europe. Petit à petit, les femmes gagnèrent du terrain. Et en Norvège, par exemple, elles obtinrent en 1913 le droit de vote. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir quand on voit ce qui se passe dans certains pays. Pour ça, oui. Alberto se tut un instant et regarda le lac. « Voilà en gros ce que je tenais à t'apprendre sur le siècle des Lumières, dit-il au bout d'un moment. Pourquoi en gros ? Je crois que je n'ai plus grand-chose à dire sur le sujet. Pendant qu'il prononçait ces mots, il se passait quelque chose là-bas au milieu du lac. L'eau semblait bouillonner, surgissant des profondeurs. Une forme énorme et hideuse apparut sur la surface de l'eau. « Un serpent d'eau !» hurla Sophie. La créature monstrueuse sortit plusieurs fois hors de l'eau avant de replonger dans les profondeurs et de laisser la surface de l'eau redevenir aussi calme qu'auparavant. Alberto avait détourné le regard. « Allez, on rentre, dit-il. » Ils se levèrent et entrèrent dans le chalet. Sophie se plaça devant les tableaux de Berkeley et Berkeley. Elle montra du doigt ce dernier. « Je crois que Hyde habite quelque part à l'intérieur du tableau. » Entre les tableaux se trouvait à présent une tapisserie sur laquelle était brodée en lettres capitales « Liberté, égalité, fraternité. » « C'est toi qui l'as accroché là ?» demanda Sophie en se tournant vers Alberto. Celui-ci se contenta de secouer la tête en faisant une grimace de découragement. À cet instant, Sophie aperçut une enveloppe posée sur le rebord de la cheminée. Elle portait la mention « Pour Hyde et Sophie ». Inutile de demander de la part de qui, mais que son nom à elle y soit aussi était pour le moins surprenant. Elle ouvrit l'enveloppe et lut à haute voix. « Mes chères petites, le professeur de philosophie de Sophie aurait dû insister sur le fait que les Nations Unies reposent sur les idéaux et les principes de philosophie française du siècle des Lumières. C'est ce slogan de liberté, égalité, fraternité qui a soudé ensemble tout le peuple français. Il faudrait que ces mêmes mots unissent aujourd'hui le monde entier. Toute la terre devrait, plus que jamais, ne former qu'une seule grande famille. Nos descendants sont nos propres enfants et petits-enfants. De quel mot vont-ils hériter ?
La mère de Hyde lui cria que Derrick commençait dans 10 minutes et qu'elle avait mis la pizza au four. Hyde se sentait complètement épuisée. Après tout ce qu'elle avait lu, elle était réveillée depuis 6 heures ce matin. Elle prit la décision de passer le reste de la journée avec sa mère et de la laisser fêter son anniversaire comme elle l'entendait. Mais elle avait une dernière chose à vérifier dans son encyclopédie. Gouge. Non, de Gouge. Rien non plus. Et Olympe de Gouges? Toujours rien. Son encyclopédie ne disait pas un traître mot de celle qui fut guillotinée à cause de son engagement politique pour la lutte des femmes. N'était-ce pas vraiment scandaleux? Elle n'était pourtant pas un personnage inventé par son père. Hyde se précipita au rez-de-chaussée pour chercher le grand Larousse. « Je veux juste vérifier quelque chose, lança-t-elle à sa mère interloquée. Elle emporta le volume qui allait de F à G et remonta dans sa chambre. Gouge. Ah, enfin! Gouge Marie-Olympe, 1715-1793, écrivain français qui joua un grand rôle sous la Révolution en publiant notamment de nombreux pamphlets sur les questions sociales et des pièces de théâtre. Elle fut une des rares femmes à revendiquer l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et publia en 1791 une déclaration des droits des femmes. Fut guillotinée en 1793 pour avoir osé défendre Louis XVI et critiquer Robespierre. Elle Lacour, Les origines du féminisme contemporain, 1900.